Voilà, donc on est dans les jardins du Forum 104 avec Lynn Bell et Gilles Verrier qui se connaissent bien, je crois, notamment de l'AFA peut-être, je ne sais pas si c'est l'Association française d'astrologie. Moi c'est là que je vous ai retrouvés ensemble en quelque sorte. Oui. Mais bon. Donc Lynn Bell, elle a comme caractéristique évidemment d'être une astrologue, disons, qui vient d'outre-Atlantique. Et Gilles Verrier, vous n'êtes pas vraiment parisien au départ, ou bien vous êtes revenu, vous avez vous-même fait un itinéraire, vous êtes parti dans le Midi, vous êtes revenu, ou bien... Moi j'ai découvert l'astrologie dans le sud-ouest, à Toulouse. Voilà, donc c'est ça. Donc vous avez aussi fait une forme de migration. Et je suis revenu, parce que je suis originaire de la région parisienne, et donc je suis revenu sur Paris depuis simplement à peine une année, quoi. Bon, alors donc je vais commencer avec Lynn Bell. Donc vous, Lynn Bell, vous êtes une observatrice, vous êtes arrivée en France il y a longtemps Il y a longtemps, j'ai eu le retour de Saturne de mon arrivée en France. Oh là là, oui. Et est-ce qu'on peut quand même considérer que vous êtes toujours un peu en interface entre le monde de l'astrologie française et le monde de l'astrologie anglo-saxonne, ou bien vous avez complètement perdu contact avec l'astrologie anglo-saxonne? Ah non, je suis très liée à l'astrologie anglo-saxonne dans le sens que j'enseigne à Londres, à l'école au Center for Psychological Astrology, aussi pour the faculty, aussi pour the London School of Astrology. Et d'ailleurs, je reviens d'un congrès aux États-Unis, UAC, où on était 1500 personnes de 43 pays différents. Donc, en fait, c'est pas que l'astrologie anglo-saxonne, mais vu que l'anglais est la langue lingua franca de notre époque, je dirais que c'est plutôt un lien avec le monde plus large. Je crois que ça sera plus correct de dire ça. Alors donc... malgré tout, vous avez, bon, je ne sais pas, peut-être pour des raisons, peut-être que vous êtes en France, c'est pas spécialement à côté, en raison du charme de l'astrologie française. Non, c'est le charme de la France d'abord, mais j'étais très très vite séduite. J'ai découvert, j'avais pas du tout d'argent et je suis allée à la bibliothèque à Beaubourg et j'ai découvert le travail d'André Barbeau sur les cycles. Et j'avais jamais entendu parler de ça. Et ça m'a semblé d'une très très grande intelligence. Et j'avais envie de faire le lien entre le travail de Barbeau et la communauté anglaise. Mais en fait, mon français n'était pas assez bien pour être traductrice. Et le français d'André était difficile à traduire. Ah oui, le français d'anglais, oui, d'accord. Donc ça n'est pas arrivé, mais en fait, je trouve qu'il y a un enrichissement de travailler dans plusieurs cultures, et plusieurs langues, et plusieurs façons de penser. Donc votre astrologie, elle a donc mûri au travers de ces 30 années comment dirais-je, vous avez une astrologie qui se différencie de ce qui se passe en France, hein? Je crois. Au début, quand je suis arrivée en France, l'astrologie me semblait beaucoup plus prévisionnelle. Je suis allée à les premières réunions de la Société française d'astrologie avec les prévisions annuelles de Pierre Julien et Robert Morin. Voilà. Et en fait, ils se disputaient entre eux et j'étais un peu choquée par tout ça parce que moi j'ai trouvé qu'il n'avait pas une raison qu'on ne pouvait pas s'entendre. Et par l'agence de Colette Cholet, j'ai été invitée à parler. Je crois que ma première conférence en français était en 1981. J'étais assez jeune comme astrologue, j'ai donné une conférence sur Neptune. Et puis, j'ai beaucoup fréquenté le groupe d'astrologie humaniste, le groupe d'Alexander Ruperty, Gilles Verrier, Jean-François Berry, qui est devenu un ami. Le RAH après. Le RAH. Et j'ai beaucoup appris. Rudyard écrivait en anglais, mais j'ai appris à le connaître beaucoup plus profondément grâce au français et grâce au réseau humaniste. Et puis après, j'ai travaillé, j'ai enseigné aussi à Agapé, et là j'ai rencontré plus l'astrologie plus traditionnelle, le maître de l'ascendante, parce que je crois qu'en France, on a gardé les traces de l'astrologie de Morin de Villefranche, l'astrologie ancienne, et j'ai beaucoup apprécié aussi, notamment le travail de Marty Barbeau et d'autres personnes qui avaient un genre d'ancrage
dans les maîtrises, des choses comme ça. Donc je dirais que je suis quelqu'un rulerships. Mais alors donc, ça voulait dire que ça n'a pas le même poids dans le monde anglo-saxon? Bon, non, le monde anglo-saxon, par exemple, je travaille à une école où enseigne Liz Green. Et Liz est, comme on le sait, un analyste jungienne et quelqu'un qui pratique une astrologie plutôt de symbole, de l'étude profonde de l'être. Elle n'est pas quelqu'un intéressé par la technique en réalité. Elle va compter des aspects beaucoup plus larges que des autres, elle va regarder des choses, mais elle a une vision profonde de l'être et de l'astrologie que je trouve remarquable. Et donc, moi, étant Gémeaux, étant quelqu'un qui prend plusieurs courants et les rassemble dans ma propre manière, je peux utiliser et trouver toutes ces tendances fructueuses. Oui. Donc, si vous voulez, vous êtes quand même, comment dirais-je, vous avez connu par exemple aussi les travaux de Jean-Pierre Nicolas, par exemple? Oui, j'ai entendu Nicolas, mais et il y a des choses dans le système de Nicolas, par exemple, les planètes de représentation, que je trouve intéressantes. Mais pour moi, l'astrologie de Nicolas est vraiment une astrologie qui est un départ radical d'astrologie qui est pratiquée par presque tous les autres gens dans la communauté astrologique. Et donc, même si je trouve qu'il y a des richesses dans cette astrologie, je ne pouvais jamais faire le pas d'entrer dedans et vraiment l'apprendre personnellement. Est-ce que vous avez l'impression quand même que l'astrologie a peut-être un peu décliné depuis 30 ans, quelque part? On a l'impression que l'astrologie française était quand même assez pimpante dans les années 60, 70. Il y avait Gauquelin, il y avait les travaux de réforme de l'astrologie. Et on a l'impression, comme vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, que l'astrologie maintenant est devenue très traditionnelle et que l'on ne cherche plus trop à bouger les choses, à changer les domiciles, à changer les interprétations. Enfin, c'est un petit peu... C'est un peu sclérosé peut-être, non? Non, moi je dirais pas ça. Je dirais que, comme dans la communauté anglo-saxonne, autour de la conjonction de Saturne-Neptune de 89, il y avait un mouvement qui était un mouvement de retourner à la tradition. Ça veut dire que le XXe siècle, pour moi, était un siècle d'innovation, d'invention, de trouver un langage moderne, de sortir un peu des choses un peu superstitieuses. Et beaucoup des gens ont jeté des choses. On dit ça c'est pas important, tout ça je comprends pas, donc je l'utilise pas. Il y a des choses par exemple comme le moment quand une planète devient visible. L'ascension iliacale qui faisait partie de l'astrologie grecque ancienne. Et donc il y a des chercheurs aux États-Unis qui retraduisent des textes grecs, des textes Robert Hand, Robert Schmidt, un nouveau, quelqu'un qui a un doctorat en philosophie qui traduit des Arabes, qui s'appelle Benjamin Dykes. Et tous ces gens sont en train de retourner aux sources de l'astrologie en disant mais qu'est-ce qu'on a oublié, qu'est-ce qu'on a jeté, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, et prendre un peu l'invention du XXe siècle, notre hubris, on peut dire, ou arrogance de dire qu'on pouvait tout inventer et prétendre que 2000 ans de recherche, de culture accumulée est sans importance. Et de dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que peut-être on n'a pas vu. Donc moi, je n'ai pas du tout envie de retourner et devenir un astrologue médiéval, mais je trouve qu'il y a certaines choses qui me parlent beaucoup, comme le retour de la différence du thème entre la nuit et le jour, certaines choses, des périodes planétaires, par exemple. Donc je crois par contre que la grande période d'inventivité, marquée en France par Gauquelin, par Bobo Nicolas, marquée aux États-Unis par Stephen Arroyo, Liz Green, Rudyard, qui est français mais qui a écrit aux États-Unis. Je crois qu'il y avait un esprit, et en Angleterre d'autres personnes, John Haddy, ou les gens comme Bertine en Allemagne, ou les gens comme qui ont créé Astrocartography, Jim Lewis. Il y a une telle floraison d'astrologie que je crois qu'en ce moment on est un peu en réaction, c'est une vague,
Et on met notre attention sur autre chose, mais je ne crois pas que ces choses sont incompatibles ou qu'on est en sclérose. Je crois que on peut voir les choses comme une fleur de la vague, mais ça va. Oui. L'astrologie est quelque chose qui est vivante et qui dure et qui, pour moi, est éternelle et qui est profondément essentiel à notre civilisation. Donc je ne crois pas qu'il peut scléroser. Bon, alors, et qu'est-ce que vous, en tant qu'astrologue, est-ce que vous êtes sensible au statut de l'astrologie, le statut dans la société, dans la civilisation, un statut qui est discuté? Oui, je crois. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Est-ce qu'elle peut évoluer? Justement, je reviens d'Angleterre, où une nouvelle loi vient d'être passée qui groupe les astrologues avec d'autres gens qui prévoient l'avenir et qui dit que chaque astrologue est obligé de mettre une mot sur un site ou sur une publicité en disant que c'est purement pour l'entertainment. C'est pour amuser, oui. La distraction. Ah, oui. Et donc c'est une loi qui vient d'être votée et je crois que ça va faire beaucoup de bruit, qui a commencé la semaine dernière. Cette loi est votée en Angleterre. C'est grave. C'est intéressant, c'est un scoop ça. Oui, c'est un scoop, ouais. Si tu vas Google et tu mets consumer, c'est groupé avec d'autres lois sur la protection de la consommateur contre les pratiques fausses et mensongères et qui visent aussi les guérisseurs. Oui. Donc c'est un peu grave. C'est un peu paradoxal parce que justement on avait l'impression que l'astrologie était entrée un peu dans les universités. Mais c'est vrai. Donc elle avait un statut un petit peu protégé, un petit peu respecté, et puis la voilà retombée. Mais justement, en fait, en Angleterre, on avait un programme de maîtrise qui a commencé à Bath University. Voilà, moi, et au bout de 3 ans, l'université a arrêté le programme. Ils les ont envoyés après dans une autre. Maintenant, c'est Nick Campion qui a négocié et c'est maintenant University of Lampeter, mais c'est un programme qui se fait à distance. Mais justement, au fur et à mesure que le programme à Bath a eu trop d'attention pour les gens qui dirigent l'université, il avait une attaque contre et on peut plus. Oui. Et justement, je crois qu'il y a un problème avec l'émergence d'astrologie. J'ai déjeuné avec une amie qui n'est pas astrologue, mais qui est assez connue, Rupert Sheldrake, qui est chercheur en sciences biologiques, qui a travaillé sur la résonance morphique. Et lui-même, il subit constamment des attaques des scientifiques, des gens comme Dawkins, contre tout ce qui est hors rationnel. Mais il faut bien reconnaître un petit peu, parce que moi je connais un petit peu les astrologues anglais, ils ont un peu exagéré. Parce que je sais, par exemple, j'ai assisté à un congrès à Amsterdam où est venu Nick Campion, Rick Curry, et puis je connais aussi les positions de Geoffrey Cornelius. Oui. Et ils ont vraiment joué un peu avec le feu, parce qu'ils ont notamment beaucoup privilégié l'astrologie horaire, ils ont beaucoup privilégié l'inspiration, la divination, enfin je veux dire... Ça c'est Geoffrey Cornelius, je ne crois pas que c'est le cas de Nick Campion. Mais enfin, malgré tout, prend deux pistes très très différentes. Mais malgré tout, disons que par rapport aux astrologues français, ils étaient moins sur leur garde et ils ont présenté l'astrologie sous une forme plus irrationnelle que ne le feraient les astrologues français. Mais je crois que c'est surtout Geoffrey Cornelius qui prend le point de vue que l'astrologie est divinatoire. Et je crois que Nick Campion, il ne dit pas ça. Lui, il enseigne plutôt dans l'histoire des idées, donc c'est un peu différent. Mais enfin, moi, j'ai quand même remarqué, j'avais beaucoup écouté son Patrick Curry, que je connais depuis très très longtemps, et malgré tout, et d'ailleurs pendant ce congrès d'astrologie, d'histoire de l'astrologie qui a eu lieu à Amsterdam, il y a eu des accrochages justement à ce sujet. Oui, j'imagine. Et eux, ils défendaient quand même toute la mouvance un peu anglo-saxonne, avec des nuances bien sûr, mais quand même ils disaient, ils reprochaient à certains historiens qui étaient là, dont moi d'ailleurs, ils leur reprochaient d'être trop rigides, trop rigoureux, trop exigeants, et ils donnaient beaucoup d'importance à l'astrologue. À l'astrologue, c'est quand même celui-là qui fait marcher l'astrologie, et donc c'est le praticien qui est quand même l'élément essentiel. Et en laissant entendre que la tradition, elle était là, mais que, en quelque sorte, sa nature... Et puis alors il y a aussi cette idée très intéressante, enfin très problématique, qui est que l'astrologie, elle est devenue ce qu'elle devait devenir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une espèce de courant historique qui faisait que
ce qu'elle est devenue, c'était forcément... Moi, je crois que j'étais pas là à ce congrès, mais j'ai entendu Nick à d'autres congrès et Jeffrey à d'autres congrès et à d'autres occasions. Et je crois que, effectivement, l'astrologie a l'avantage d'être souple et d'être capable de trouver une place dans beaucoup de modèles culturels différents. Je crois qu'elle s'adapte au temps. Moi, je pense que ça, c'est une qualité extrêmement importante. Oui. Mais c'est pour ça qu'avec les travaux de Jung, avec les travaux que Gilles travaille énormément, et aussi avec les travaux de Freud, les astrologues du XXe siècle ont vraiment intégré toutes ces idées dans leur interprétation. Oui. En fait, il y en avait beaucoup. Et maintenant, il y a un genre de contre-réaction contre l'astrologie psychologique qui est trop vague. Pas assez technique, par exemple. Mais moi, je ne crois pas du tout. Je crois que l'astrologie psychologique est extrêmement importante parce que c'est cela qui adresse vraiment la profondeur de l'être. Donc, tu as été enseignante, n'est-ce pas? Oui. Enseignante. Et alors, donc, je crois quand même que est-ce que tu penses que les écoles d'astrologie ont fait du bon travail dans la façon de former les nouvelles générations? Est-ce que ceux qui sont sortis des écoles ils ont été peut-être... Est-ce qu'ils sont plus valables que les autodidactes qui ont appris un peu comme cela? Est-ce que le fait qu'ils ont été mieux encadrés, est-ce que ça a donné naissance à une nouvelle génération plus performante, plus douée? Je crois qu'on ne peut pas dire encore. Ça veut dire que je fais partie des autodidactes. Oui, mais justement, vous avez formé des gens qui n'étaient plus par la force des choses. Oui, bien sûr. Et je trouve que, par exemple, j'ai rencontré des jeunes qui sortent de Kepler. Il y a un jeune aux États-Unis. Ah ben oui, il y a ça aussi qui est... Il y a un jeune aux États-Unis qui a 22 ans, qui déjà connaît beaucoup mieux le grec et le latin que moi, qui a eu la chance d'étudier avec des gens comme Rob Hahn, comme Dimitri George, comme Nick, et qui possède l'histoire de l'astrologie d'une manière que je ne le possède pas, et qui va sûrement faire des choses très intéressantes, mais on ne sait pas encore. On ne connaît pas encore. C'est trop tôt, je dirais, pour répondre à cette question. Je crois qu'évidemment, être autodidacte a l'avantage de trouver son propre chemin et son propre vérité. Être dans une structure scolaire, même très très bonne, donne peut-être une tendance à être trop... Ça peut, avec certains individus, donner trop une tendance de moins poser des questions et moins remettre en question des idées reçues. Mais en fait, par exemple, la faculté Astrological Studies en Angleterre existe depuis 1947. Julia Parker. Et je peux dire que les gens qui sortent de cette école ont des bases astrologiques extrêmement solides. Ça veut dire que je trouve appréciable, et je conseille souvent les gens de passer par cette cursus qu'on peut aussi faire à distance. Et d'ailleurs, je vais enseigner à l'école d'été à Oxford cet été, et je trouve ça un programme remarquable. Mais Agapé aussi. Ça, c'est la seule. C'est la seule, à mon avis, en France. Pour moi, en France, c'est la seule école astrologique, je crois, digne de ce nom, parce que ça n'ôte rien à la qualité des astrologues français ou des gens qui enseignent l'astrologie en France. Mais donc, ce qui manque par rapport à ce que tu évoquais des écoles en Angleterre ou même aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de véritable école, disons, université entre guillemets astrologie en France. Ce sont l'émanation d'une personne généralement qui fonde son école et qui est généralement l'unique enseignant. Donc, et qui donne une vision très particulière qui est la sienne, qui a ses qualités, mais il n'y a pas de collège, disons, de collège astrologique où les étudiants viendraient et auraient affaire à plusieurs enseignants. Ça n'existe pas en France. La seule qui est à peu près qui existe, qui s'est ouvert à ça depuis quelques années, mais qui a quand même sur des bases très, ce que tu évoquais tout à l'heure, sur des bases quand même très liées à l'approche de Barbeau, c'est Agapé. Les fondements sont très liés à l'approche de Barbeau, mais il y a une ouverture avec des gens qui moi, je l'enseigne actuellement sur l'approche des concepts jungiens. Voilà, le lien entre l'astrologie et les concepts jungiens. Mais j'ai pas une formation au départ, disons, d'astrologie à l'approche de Barbeau, selon l'approche de Barbeau. Donc, mais il y a un petit peu cette ouverture, mais je trouve que ça manque. Et je crois que les astrologues, les étudiants ou les gens qui apprennent l'astrologie en France, ils ont été, je crois, trop victimes depuis 30 ans des querelles de chapelle.
les chapelles astrologiques françaises, où il y avait les sempiternelles batailles entre les conditionnalistes, les humanistes, l'approche de Barbeau-Gauquelin, les approches qui allaient depuis le psychologique jusqu'à l'astrologie ancienne et divinatoire, quoi. On a trop souffert de ça, je crois, un petit peu, et il n'y a pas eu suffisamment de mouvements fédérateurs aussi où on puisse dire que ces différentes approches et que c'est tout à fait formateur d'avoir ces différentes visions. On l'a fait chacun, toi tu l'as fait à ta façon, de manière autodidacte, et moi pareil. Moi j'ai appris de façon autodidacte, après j'ai très vite intégré le réseau humaniste, mais disons l'approche humaniste avant même que le réseau existe d'ailleurs, ce que j'ai rencontré au Perti en 81-82. Donc ça c'était les prémices. Mais après moi je suis resté assez ouvert j'avais lu d'autres approches astrologiques, j'étais très ouvert à Sant'Agostini, Berton, il y avait Berton qui avait son école aussi à sa façon, et il avait sa vision qui était déjà très intéressante, aussi très structurée sur le symbolisme, sur des choses. Et en fait, avant d'Agapé, il ne faut pas oublier l'espace bleu, qui était créé par Evelyn Faure, où j'ai donné des cours, après Joël de Gravelin, qui était très importante, et que Agapé est un peu sorti d'un système de séminaire informel qui est devenu beaucoup plus structuré dans les Mais Agapé, je pense que ça je l'ai su par, c'est comment Solange de Maguinel, qui est la fondatrice d'Agapé, qui avait vu ça sous cet angle-là. Agapé, c'est né d'une association complètement informelle d'astrologues qui s'appelait le groupe Mercure. Oui, voilà, je sais ça. Oui, oui, il y avait Jean-François. Il y avait Jean-François Berry. Marielle Garel, Catherine Aubier, je crois. Il y avait Marielle Garel, il y avait Marie-Ève Cavagnac, il y avait Solange de Maguinel, et puis on oubliait. Et en fait, tout le monde a pensé qu'est-ce que sera l'éducation astrologique, et après Solange a fait son propre structure. Enfin, si vous voulez, si on doit faire l'histoire de l'enseignement astrologique en France, moi je vous dirais quand même que Marielle Clavel et Catherine Aubier elles-mêmes sortaient d'une école d'astrologie dont j'étais le dirigeant, qui s'appelait la Faculté libre d'astrologie de Paris, et qui a été fondée en 1975, et où cohabitaient justement plusieurs astrologues qui travaillaient. Y compris il y avait donc Jacqueline Bellu, il y avait Marielle Clavel, à l'époque ça s'appelait Clavel. Oui. Il y avait Catherine Aubier, il y avait Olivier Perbrune, et puis il y en a eu toute une série. Enfin, je veux dire, mais effectivement, les gens n'avaient pas forcément à choisir, à suivre les cours de tous les gens qui étaient là. C'est ça, voilà. Donc c'était la différence, c'est qu'en fin de compte, on les encourageait parce qu'il y avait des abonnements qui étaient plus intéressants. Il y en avait qui suivaient les cours de plusieurs personnes, d'autres qui ne suivaient que le cours de certaines personnes. Et puis il n'y avait pas cette idée de diplôme. Mais enfin, disons qu'il faut bien reconnaître que l'idée de... Et puis alors, si on remonte encore avant, il y avait le CEFA. C'est-à-dire que dans les années 70, le CIA avait créé une école d'astrologie qui s'appelait le CEFA, dont le nom a d'ailleurs été repris ensuite, et qui regroupait 4 astrologues qui enseignaient chacun une semaine. Un tour de rôle, avec Jacques Berton, parce que Jacques Berton, avant les AP, il était au CEFA, avec Régis Druet, Paul Colombet et Jean-Pierre Nicolas. Ah oui. Voilà. Et donc, ils étaient un jeudi, c'était l'un, l'autre, c'était etc. Et donc, les élèves suivaient l'ensemble de la formation. Un était spécialisé dans la cosmographie, etc. Donc, fin de compte, la notion de collégialité, elle a existé avant. Et puis, alors, si on emploie le mot collège, je vous rappelle quand même que Tourné Roman, dans les années 30, avait fondé le Collège astrologique de France. Mais il y a toujours un point de départ. C'est comme de dire que, par exemple, les congrès n'ont pas commencé avec Yves Le Noble non plus. Il y a toujours des préhistoires ou des choses qui sont venues avant. Bon, c'est vrai qu'on parfois on ne s'intéresse pas assez de très près. On s'intéresse beaucoup à l'histoire de l'astrologie sur les longues périodes, mais pas trop à l'histoire du milieu astrologique sur quelques décennies. Enfin, on va pas revenir là-dessus, mais enfin, puisque vous avez fait... C'est pas mal, c'est sympathique d'avoir repris les choses un peu. Alors, je voudrais savoir, pour revenir à la formation, comment dire, combien de temps doit durer idéalement? Parce que j'ai parlé l'autre jour avec une des responsables de l'Agapé, qui s'appelle Elisabeth Frézard, oui, je connais Elisabeth, qui est spécialisée dans les transits. Alors, on l'a interviewée également, et on a discuté justement de la question de la durée des études. Alors, est-ce que c'est indispensable de passer 5 ans à suivre des cours d'astrologie, ou est-ce que
on pourrait aller beaucoup plus rapidement, justement. Parce qu'on mais comme on disait, nous sommes autodidactes, donc voilà. on ne peut pas dire que c'est. C'est ça, mais les autodidactes ils mettent beaucoup plus de. Oui. Oui, mais en fait, je crois que déjà, je dirais, ça dépend quel est le but de ces études. Ça veut dire que je crois que pour certains individus, 2 ans de cours et qui sont très motivés et qui suivent leur propre direction après peut être assez. Mais en général, moi je dirais que 3 ans d'études ou 2 ans d'études, c'est un minimum. Au-delà de ça, ça dépend quoi. Qu'est-ce qu'on va étudier? Je crois qu'après, astrologie, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est purement intellectuel. C'est une approche vivante, un système symbolique qui a besoin d'être approfondi, à mon avis. Moi, j'ai compris l'astrologie, mais il y avait une période longtemps après que j'ai compris les bases où je rêvais les planètes. J'avais une série de rêves à une certaine époque dans ma vie où je faisais l'école la nuit et on me montrait des symboles des planètes et on me montrait des énergies planétaires. Et après ces rêves, je savais que j'ai compris l'astrologie à un autre niveau qui n'était pas que mental. Et je crois que, comme tous les arts un peu ésotériques, je crois que l'astrologie, il n'y a qu'un parti qui est informationnel. Donc les cours peuvent être information. Bon, après, on peut faire des stages, on peut faire des périodes d'immersion, on peut faire des cours, par exemple, sur comment gérer la consultation, etc. Mais ce n'est pas des cours en soi. Mais en réalité, moi, je suis vraiment pour la pratique comme une forme d'apprentissage, l'échange avec les gens, l'échange vraiment avec le vécu d'un être humain. Et d'ailleurs, j'ai pratiqué l'astrologie avant que je l'ai enseignée. Et je suis très, très choquée par des gens qui ont fait un cours et qui deviennent profs sans avoir jamais pratiqué l'astrologie, parce que je suis essentiellement praticienne et je suis intéressée dans une astrologie vivante qui est un échange avec les êtres humains. Alors, qu'est-ce que, je vais vous poser la question à tous les deux, à partir de quel moment quelqu'un est-il prêt à devenir astrologue? Est-ce qu'il y a des critères, des repères qui permettent de dire, voilà, celui-là, il est bien équipé, il va pouvoir être un bon astrologue? Et est-ce qu'il n'y a pas parfois, lorsqu'on passe de l'enseignement, enfin des cours d'astrologie à la pratique, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de hiatus? Est-ce que la personne ne s'aperçoit pas, lorsqu'elle pratique finalement, que ce qu'elle a appris, elle n'a peut-être pas tout appris de ce dont elle avait besoin, ou qu'elle a appris des choses qui ne lui servent pas en fin de compte, ou qui se révèlent inefficaces ou inutiles, je ne sais pas. Par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, le fait de savoir exactement interpréter, enfin je veux dire, est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a une précision dans l'interprétation qu'il faut acquérir, que l'élève doit acquérir avant de s'engager, et qui est une condition sine qua non pour qu'il puisse être un bon praticien, ou est-ce que finalement c'est plutôt une sorte de représentation un petit peu idéaliste de la pratique de l'astrologie? Moi, je crois que ça... Bon, il y a plusieurs questions là. Peut-être, Gilles, tu as envie de C'est-à-dire répondre? Oui, moi je pense qu'il y a plusieurs niveaux déjà, parce qu'il y a la notion d'enseignement et de pratique. C'est pas la même chose que d'avoir la pratique de l'astrologie. C'est pas simplement d'avoir étudié... d'avoir été un bon étudiant pendant 3-4 ans et puis d'avoir une mise en pratique, on pourrait dire, des symboles, des images et tout ça. Je pense que ce qu'évoquait Lynn aussi tout à l'heure, il faut que ça soit qu'on a réussi à prendre ce matériau et puis l'avoir intégré, que ce soit parce que c'est passé par soi, je dirais, on l'a transformé et ça s'est transformé en soi. Et je crois qu'aussi, moi ce qui me paraît indispensable au niveau de la pratique astrologique, c'est d'avoir déjà aussi fait un itinéraire un peu personnel et d'avoir quand même été au clair avec son propre psychisme, parce qu'on utilise des symboles, et en utilisant ces symboles, on peut projeter des tas de choses de son propre inconscient sur les gens en toute inconscience justement. Et c'est pas parce qu'on a appris l'astrologie qu'on échappe à toute la partie projective qu'on pourrait faire. Je crois que dans ce sens, pour moi,
c'est indispensable, je dirais, que je dis bien, je dis pas un enseignant, parce que je comprends très bien ce que dit Lynn, effectivement, qu'un enseignant en astrologie, s'il ne pratique pas, ça devient vite stérile, quoi. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas enrichi par sa pratique et qui n'est pas vivant, parce que avant tout, l'astrologie, c'est quand même l'utilisation de symboles, et les symboles, c'est quelque chose de vivant. Ça vit, les symboles, ça change, ça bouge, ça évolue, ça se transforme en permanence. On ne peut pas figer, par exemple, l'interprétation d'un aspect en disant voilà, le soleil en aspect en carré à Mars, ça veut dire ça, et point à la ligne, quoi. Je veux dire, ça va prendre plein de représentations différentes, d'abord selon le niveau de conscience de l'interprète, et puis selon le niveau de conscience aussi de la personne qui reçoit l'interprétation. Donc on peut pas comme ça figer l'enseignement de l'astrologie dans une pratique en disant c'est une pratique purement intellectuelle. Ça fait aussi partie d'un parcours personnel. Je crois que dans ce sens, à mon avis, moi je trouve, et ça c'est une bagarre aussi dans le milieu des astrologues, je crois que quand on pratique une astrologie qui serait plus une astrologie psychologique, moi je pense que un travail personnel de thérapie, d'analyse ou de psychanalyse ou de psychothérapie, on peut l'appeler comme on veut, c'est pour moi indispensable. C'est indispensable. Oui, et moi je dirais un travail de connaissance de soi. Oui, c'est ça. C'est vrai, pour moi, dans la façon que je conçois l'astrologie, c'est vraiment fondamental. Et donc, un parcours personnel, parce que toute personne qui travaille avec un être humain a besoin de savoir ce qu'il apporte à ça. On apporte. Moi, j'ai des phases comme analyste où j'étais très psychanalytique parce que je faisais une analyse. J'étais très psychogénéalogique parce que je poursuivais. J'ai écrit un livre là-dessus en 98. Donc, j'ai une période où je suis plus systémique parce que je travaillais dans ce sens. J'ai une période où je suis plus intéressée par Jung ou par quelqu'un d'autre. Donc, finalement, on amène qui nous sommes au travail d'astrologie. C'est pas quelque chose exactement, c'est pas simplement de connaissance. Et la question que tu as posée tout à l'heure au niveau de est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles quand on sort des études, bon, on peut poser la même question pour n'importe quel cursus universitaire. Ça veut dire si on va à l'université et on étudie les économies, qu'on étudie les sciences sociaux, il y aura des choses qu'on finit par utiliser et d'autres qui ne deviennent pas importantes pour la pratique. Mais de connaître des bases, par exemple, moi je crois que c'est hyper intéressant de connaître l'histoire de l'astrologie, de voir que Rudyard, par exemple, beaucoup de ses innovations étaient une façon de reparler des choses extrêmement anciennes qui n'étaient pas intégrées dans la pratique traditionnelle. Donc en fait, je crois que ces bases, c'est comme toute l'idée d'une éducation, c'est est-ce que tout qu'on apprend est utile? Non. On apprend à penser, on apprend à réfléchir, on apprend la philosophie, on apprend à apprendre. Disons, prenons le mot recherche. Par exemple. Est-ce que l'on forme des chercheurs? Moi, non. Et qu'est-ce que c'est qu'un chercheur en astrologie? Moi j'aime bien le mot ingénieur, des gens qui sont capables de repenser l'ensemble du système et de le corriger ou de le rétablir ou de le faire avancer, je ne sais pas. Est-ce qu'on ne forme pas plutôt des gens qui, comme vous dites, qui savent les bases et puis qui savent les appliquer, mais qui ne sont pas nécessairement capables de faire apparaître, de faire émerger une nouvelle architecture en quelque sorte? Mais je crois qu'on a eu des gens qui ont fait ça, mais qui n'étaient pas formés pour faire ça. On avait Rudyard, on avait Coquelin, on a Nicolas, on a Barbeau. Tous ces gens ont réformé l'architecture de l'astrologie. Ils ne sont pas les seuls. Mais on a l'impression qu'on les a un petit peu mis entre parenthèses. Qui est chercheur aussi en statistique, qui est en train de sortir des éléments. Mais le mot recherche a plusieurs sens en fait. Oui. Il y a la recherche fondamentale et puis il y a la recherche au niveau des applications, au niveau statistique. Oui. Par exemple, Didier Castille, il a fait des travaux sur certains types de dates de naissance. Il ne prétend pas avoir repensé la pensée astrologique. C'est vrai. Mais Liz Green a repensé. Moi, je crois qu'elle a vraiment repensé l'astrologie aussi. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire quel est l'apport de Liz Green? Est-ce que c'est pas trop te demander? Ah non, je crois que si je parle de Liz, qui moi je trouve une femme remarquable, comme Rob Hunt d'ailleurs dans le monde anglo-saxon, Liz a
d'abord été la première d'apporter la pensée mythologique à l'astrologie. Et c'est quelque chose, je l'ai entendu par exemple raconter l'histoire de Inanna et la descente aux enfers, qui vient du travail de Sylvia Pereira jungienne en 81 par exemple. Donc les a amené beaucoup de choses qui sont faites en ce moment en France, refait parce que les gens le redécouvrent dans leur propre manière. Mais elle a fait ça, elle a pris le pensée jungienne et symbolique, et elle a vraiment, et en plus c'est quelqu'un qui est un vrai penseur et qui a repensé les éléments en astrologie. Un de ses premiers livres était sur Saturne et les fonctionnements de l'inconscient dans la psychologie. Elle a écrit ce livre en 1976. Oui. Et donc il y en a beaucoup qui suivent. Je crois qu'elle est la première de travailler Neptune comme lié à l'archétype de Dionysos, par exemple. Donc je crois qu'elle les a beaucoup amenés à la réflexion de l'astrologie et son école à Londres. Alors justement, est-ce que Liz Green, elle a, je connais un petit peu aussi, est-ce qu'elle a, tu vas me dire que je suis un peu obsédé à ça, est-ce qu'elle a éliminé des choses de l'astrologie? Est-ce qu'elle dit par exemple, bon, ça c'est pas très important, les domiciles, les rulerships ou les domiciles, c'est pas elle important, ou le symbolisme zodiacal, c'est pas forcément. Parce que c'est pas une technicienne, ce que disait Lynn tout à l'heure, c'est pas une technicienne de l'astrologie. Mais elle a peut-être. Je crois qu'elle a pas élagué. Elle a élagué un petit peu, c'est-à-dire que moi, ce que j'en ai retenu, dans sa pratique, c'est surtout, moi, quelque chose d'ailleurs que je travaille moi-même, c'est-à-dire, et Lynn aussi, c'est surtout thème natal, transit et progression. Je veux dire, bon, en gros, c'est son approche. Elle a fait beaucoup de travail sur des cycles collectifs. Oui, non, mais les cycles, non, je dis les cycles, mais par rapport à l'interprétation d'un thème, je dirais, il n'y a pas les techniques anciennes comme les directions primaires, toutes ces choses-là. C'est une approche techniquement, c'est des choses très simples et qui vont très loin. Moi, je trouve que sa grande richesse, moi je dirais que c'est plutôt d'avoir reformulé l'astrologie comme étant en fait très symbolique et un terme que je trouve qui est aussi souvent vidé de son sens par la façon dont il est quelquefois maladroitement utilisé. Je dirais qu'elle a repensé une astrologie d'archétype, une astrologie archétypale. C'est-à-dire qu'elle a montré comment des symboles planétaires, comment justement Neptune, et qu'un Neptune fort dans un thème pouvait faire que la personne pouvait être embarquée par le mythe de Dionysos en particulier. Alors, en le reformulant à chacun en fonction de l'histoire de la personne, mais de voir comment, à travers une mythologie, comment on peut être embarqué par le symbole, et donc embarqué par le symbole, c'est en termes jungiens, c'est ça qu'on appelle un archétype. Alors, comment est-ce qu'on faisait quand on ne connaissait pas Neptune? Comment on parlait de la Lune. Comment faisaient les astrologues de l'Antiquité? Ils s'en passaient. Pourtant Neptune existait en tant que dieu. Oui, mais en fait, ça veut dire que notre langage s'est raffiné. Donc, et personnellement, je crois qu'avec la pratique, comme les Rogeriennes d'ailleurs, je suis retournée à des maîtrises anciennes. Je ne crois pas qu'on doit donner une Neptune le maître de poisson. Je crois que Jupiter est le maître de poisson. Mais je n'aurais pas dit ça il y a 15 ans. Donc c'est des choses qui sont revenues dans la pratique, dans l'observation. Et en fait, au fur et à mesure que je pratique, le plus que je m'intéresse dans des questions de base, par exemple, qu'est-ce que c'est une signe mutable, qu'est-ce que c'est la vraie nature de la Vierge, qu'est-ce que c'est, d'ailleurs c'est le sujet de ma conférence ce soir, qu'est-ce que c'est le feu de la Capricorne. Ces questions-là sont des questions fondamentales dont on ne parle pas suffisamment. Je voudrais vous interroger tous les deux sur la question de la vérification de l'astrologie, la validation de l'astrologie. Je veux dire par là, par exemple, j'ai été frappé en écoutant Gilles Verrier à plusieurs reprises, notamment à Lyon et puis également à la FA, par le fait que finalement, comment dirais-je, ce qui est dans le thème se manifeste parfois de manière assez subtile ou assez complexe. Donc par conséquent, est-ce que, c'est une question un petit peu classique que je pose, est-ce que
est-ce que la personne qu'on a en face de soi, est-ce que l'astrologue est là pour lui dire, je caricature un peu, pour lui dire ce qu'il en est, ou si c'est elle qui va dire à l'astrologue s'il est sur la bonne voie. Enfin, je veux dire, quelle est la charge de la validation? Il y a une relation extrêmement ambiguë, je trouve. On ne sait plus très bien si c'est l'astrologue qui attend de son client qui vienne valider son propos, ou si c'est le client qui attend de l'astrologue qu'il lui dise un peu comment il est au regard des astres. Mais je crois que pour moi, je conçois le travail entre l'astrologue et le client comme un dialogue. Et donc, il y a des gens avec lesquels on parle, où le dialogue commence au bout d'une demi-heure. C'est pas, donc, l'astrologue parle de certaines choses et après, l'autre personne donne du feedback. Et il y a d'autres où un dialogue commence tout de suite. Je trouve que, personnellement, c'est beaucoup plus riche de travailler comme ça. Quand les gens insistent que je travaille sans dialogue, c'est souvent très très intéressant parce que il y a un effort plus fort à fournir de la part de la pratique physicienne. Et ça dépend du but de séance. Qu'est-ce que c'est le but de l'entretien astrologique? Donc la vérification, si le but c'est vraiment un dialogue, donc la vérification a une place différente que si le but... C'est quoi la vérification? C'est vérifier quoi? Ah ben justement, c'est moi la question que je pose, c'est qu'il y a quelque chose, c'est assez ambigu justement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche à... Il semble que soit c'est l'astrologue qui va essayer de vérifier si sa façon de faire l'astrologie est valable en quelque sorte, c'est à lui-même de chercher, il cherche une assurance auprès de son client. Ou bien c'est le client qui... Moi je crois que c'est une question, c'est vrai que c'est une question intéressante, mais moi je crois que j'ai passé ce temps-là. D'accord. C'est-à-dire que moi cette époque de chercher, de savoir si ce que je dis est quelque chose qui est vérifié chez le client, je crois que je cherchais ça à une époque où je manquais d'assurance, où il y avait quelque chose qui avait besoin effectivement chez moi d'être vérifié. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est pas tellement mon propos. Aujourd'hui, c'est de voir, en parlant sur un certain plan, sur un plan symbolique et d'évoquer certaines choses à la personne, c'est de dire, voilà, comment ça fait écho, comment ça fait écho chez vous tout ça, comment vous le vivez concrètement. Mais justement, c'est cette dialectique que j'ai posée. C'est ça qui est intéressant. C'est comment la charge est comment vous le vivez, parce qu'en fait, ça veut dire, vous parlez de quelque chose, vous parlez de quelque chose à cette personne, mais vous lui parlez à quel niveau? Vous parlez à quoi en elle? Vous parlez à des instances dont elle est plus ou moins consciente, vous parlez à des tas de choses. On ne sait pas à quoi on s'adresse. Et pour savoir à quoi on s'adresse, il faut qu'il y ait un dialogue qui s'établisse. Et bien souvent, je dirais, les gens ils vont faire un renvoi parce qu'il y a quelque chose qui leur fait que l'autre va avoir, l'astrologue en l'occurrence, va avoir un regard sur eux, ou disons, va regarder les choses et va leur dire, voilà comment moi, d'un autre point de vue, je peux voir comment vous fonctionnez. Ça peut être très riche, ça aussi, comme approche, parce qu'on peut se comprendre autrement, là. Et puis pour des gens qui sont dans quelque chose qui peut être un malaise, comme on travaille avec des archétypes, on peut leur montrer aussi qu'il y a la version négative et il y a la version positive de vivre les choses. Après tout ça, c'est un niveau de conscience. Les versions négatives et positives. Et puis après, ça dépend du point de vue où on se place. Oui, mais alors on pourrait se poser comme la question, excusez-moi de faire un peu l'avocat du diable, c'est que, en fin de compte... que vous aimez ça. Bon, alors donc, ça ne se rendra pas. Non, j'aime bien ça, moi j'aime bien aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que... bon, je comprends très bien cette espèce de basculement, en effet, on n'est plus là pour que le client nous dise que l'astrologie est vraie ou fausse, et que c'est plutôt inversé en disant, voilà, bon, l'astrologie, elle a quelque chose à dire, voilà ce qu'elle a à vous dire, ou essayer de comprendre dans quelle mesure ça peut vous faire écho. Mais malgré tout, on peut se demander si on ne fait, comme on dit en français, si on ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire si on est vraiment passé au stade où l'astrologie a tellement fait ses preuves, comme dans d'autres domaines, qu'il y a des disciplines qui sont arrivées à une telle maturation qu'effectivement, elles n'ont plus à faire leurs preuves. Donc vous êtes en train de dire, au fond, l'astrologie, elle a dépassé le stade où elle a plus à faire ses preuves, de même que vous personnellement, vous n'avez plus à faire vos preuves. Dans notre démarche personnelle, mais quand on dit on n'a plus à faire ses preuves, moi je ne suis pas sûr de ça, parce que si on parle de discipline, là on est dans des disciplines humaines,
Donc c'est par rapport au niveau des sciences humaines. On sait très bien au niveau des sciences humaines qu'il y a des tas de choses qui 20 ans après sont mises en cause par les premiers et que c'est même plus validé. Donc il y a aussi des courants aussi très différents et il y a des gens qui valideront pas, par exemple, la remise en question qu'il y a eu ces dernières années de la psychanalyse. Par exemple, il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas. Donc je crois que la notion de faire ses preuves ou de validation de l'approche, elle est permanente dans les sciences humaines. Je crois que tant qu'on est dans l'humain, on est dans... Il n'y a que les sciences exactes, quoi, je crois, qui ont Non, pas mais fait le leur problème preuve. des praticiens, c'est que on en arrive à un moment où on considère on tend à relativiser finalement le matériau initial. Parce qu'en fait, on se dit, un bon astrologue, il arrive avec un schéma qui est suffisamment riche, qui est suffisamment élaboré, qui est suffisamment évocateur. Est-ce qu'on pourrait presque dire que ces schémas sont interchangeables? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous prenez le terme de naissance de quelqu'un d'autre, est-ce que vous ne pourriez pas le faire travailler avec une personne dont ce n'est pas le thème de naissance, par exemple? Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail également Non, il y a un travail, il y a deux questions. Effectivement, que je crois qu'au fur et à mesure qu'on apprend quelque chose comme l'astrologie, on développe et on affine notre intuition et notre perception de l'autre. Voilà, donc ça et donc relativise. effectivement, je crois que pour nous tous, pour les gens qui ont pratiqué depuis longtemps, si on nous met face à quelqu'un sans un thème, on peut sûrement faire quelque chose, toute seule. Mais dans ce sens-là, on voit l'astrologie comme outil de perception. Ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir quelqu'un qui vient chez moi. À l'époque que j'ai expérimenté beaucoup avec l'astrologie horaire et donc particulièrement le thème de consultation, le moment que quelqu'un arrive chez moi. J'ai eu la visite de quelqu'un qui connaissait ni sa mois, ni sa date, ni son heure de naissance, un Tibétain. Et on a regardé le thème du moment de son arrivée à ma porte. C'était un genre de rencontre par hasard. Et avec ça, on a parlé et évoqué des choses qui étaient étonnantes. Donc il y a effectivement un élément perceptuel d'interprétation hors astrologie qui est possible. Par contre, je différencie ça par contre, quand je dis j'utilise le thème horaire, j'utilisais quand même l'astrologie, les aspects du moment pour parler de l'avenir de cette personne, qui s'avérait que la personne après est venue me voir en disant que c'était très impressionnante en fait. Alors donc, en fait, je crois que l'astrologie, par contre, avec l'astrologie, c'est un peu comme si je peux voyager d'ici jusqu'à un autre système solaire pour entrer dans la profondeur de vie de l'autre. Ça veut dire il a un tel détail, il a une telle possibilité d'aller loin, il a une telle possibilité d'analyse de structure, et ça, je ne peux pas faire sans astrologie. Et donc, il a vraiment quelque chose dans cet art, il y a une trame, il y a une vécu qui est de notre ordre et qui est séparée de la perception de l'astrologue. Mais est-ce que, excusez-moi, sans vouloir jouer sur les mots, c'est intéressant qu'on emploie le mot l'astrologie au singulier. Est-ce que quand vous dites on ne pourrait pas le faire sans l'astrologie, c'est-à-dire sans tout le bagage qui est lié à l'astrologie ou sans le thème spécifique de naissance de la personne? Non, comme je viens de dire, je pouvais le faire avec le thème horaire. Voilà, donc effectivement, c'est l'astrologie en tant qu'ensemble de connaissances qui permet de travailler avec la personne, comme ferait un psychanalyste aussi qui a tout un bagage, et c'est pas tellement, au fond, le point de départ natal, même si, et là justement, je voulais vous poser une nouvelle question, et après on fera une pause pour changer la cassette. Oui. Même si il faudrait quand même s'interroger sur les motivations de ceux qui viennent voir l'astrologue ou ceux qui veulent apprendre l'astrologie. Est-ce que dans l'enseignement, alors je pose la question à double détente, est-ce que dans les cours dans l'enseignement astrologique assuré par l'AGAPé ou par d'autres écoles, est-ce qu'on vous parle du profil en quelque sorte des personnes qui viennent voir l'astrologue, ou est-ce que on dit il y a toutes sortes de gens, est-ce que c'est pas important de savoir un petit peu, de psychanalyser un petit peu la demande d'astrologie? La demande d'astrologie, même si c'est plus subtil que ça, mais je vais répondre d'une façon qui fait que l'astrologie fonctionne encore beaucoup, même sur le mode de l'horoscope.
dirais, les questions, c'est travail, santé, amour, argent. Non, mais ça, c'est la demande. Ça tourne autour de ça. Attendez, la non, mais il faut demande. distinguer. Non, ça, c'est la la demande. C'est pas ce que j'appelle la demande. Non, ça, c'est le fait. Ça, c'est ce qu'on demande. Mais la question, c'est pourquoi on va voir l'astrologue pour avoir ces réponses-là. Oui. On va voir. Oui, je crois qu'il y a autant de réponses à cette question qu'il y a presque d'individus, en fait. Mais je crois justement si vous aviez une position. Oui, mais je crois qu'en général, moi, j'estime que les gens veulent savoir qui ils sont. Et pourquoi ils sont là, et pourquoi ils se trouvent dans une telle situation à un moment donné. Pourquoi pensez-vous que c'est l'astrologie qui pourrait répondre particulièrement à cette question? Parce que probablement ils ont essayé d'autres réponses et ils n'étaient pas satisfaits. Donc ils essaient une autre que quelqu'un d'autre a dit est riche. Et essayons-le. La première fois que quelqu'un vient, ils viennent parce que d'autres personnes ont dit ça m'a aidé à comprendre ou essayer, c'est étonnant ou quelque chose comme ça. Mais ils essaient pour être étonnés, je crois. Ah, donc ça s'intéresse. Vous savez la fameuse formule qu'on utilisait pour Aqua Boulevard, on vous avait jamais vu comme ça. Et comme disait tout à l'heure Gilles Verrier, c'est-à-dire qu'un nouvel éclairage, c'est ça. Un nouvel éclairage, et je dis parfois à certaines personnes, je leur dis, vous ne craignez pas de vous tromper de toute façon quand vous parlez, parce que soit vous dites des choses qui sont absolument évidentes à la personne, elle dira c'est ok, soit vous dites des choses qui le sont moins, elle vous dira ah vous avez trouvé des choses qui sont plus profondément ancrées en moi. Ben, c'est ça qui est intéressant. Et donc finalement, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je reviens à ma question tout à l'heure, concernant la longueur des cours d'astrologie, de la formation astrologique, on a l'impression que finalement qu'il ne faudrait pas exagérer ce que j'appelle le contre-transfert. C'est-à-dire qu'effectivement, au fond, il n'est pas si difficile pour l'astrologue que cela de satisfaire la demande de son client, et il ne risque pas tellement de se tromper non plus. On a l'impression de... c'est peut-être une sorte de préoccupation qui n'existe plus à l'Agapé. Vous savez, le genre d'étudiant qui dit ah mais moi je risque encore de me tromper dans mon interprétation, ou je risque de dire des choses fausses, et donc par conséquent il faut encore que j'apprenne. Ah non, au début je crois que les élèves disent ça, et je veux dire d'ailleurs que ça fait 5 ans que je n'ai pas enseigné à Agapé, donc ça fait longtemps, donc c'est plutôt Gilles qui est au courant de ce qui se passe là-bas. Il y a des simulations d'interprétation, de mise en situation, de consultation. Oui. Tu fais ça? Non, moi je ne fais pas ça personnellement, mais il y a des cours comme ça, il y a des mises en situation de consultation avec le professeur qui est là pour un petit peu superviser ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas le risque malgré tout de surinvestir ou de surévaluer le thème natal et la connaissance qu'on a, enfin le bagage d'interprétation qu'on a acquis comme étant une condition sine qua non d'une bonne pratique astrologique. Parce qu'il y a quand même une différence entre ce que Lynn appelait les bases de l'astrologie, c'est une chose, et puis il y a aussi ce qu'on appelle la technique astrologique, c'est encore autre chose, et d'une certaine manière, il y a des enseignants qui vont évidemment surinvestir l'importance de la technique, en disant, voilà, il faut que vous sachiez que la différence qu'il y a entre un aspect comme ceci, un aspect comme cela, etc. Autrement, vous allez être à côté de la plaque. Enfin. Mais on sait, quand on a des élèves déjà, on sait qu'il y a des gens qui veulent connaître toutes les techniques. Tu vois, l'élève triple vierge, par exemple, qui va... Non, mais je pense à quelqu'un qui était un élève à moi, qui après est devenu enseignant, un très bon enseignant, je crois. Mais qui a pris des notes copieuses, qui a organisé tout, qui était beaucoup plus organisé parce que moi. Parce que comme un ordinateur, comme ça. Oui, avant l'ordinateur. Mais je dirais qu'il y a une question de tempérament. Voilà, quand j'ai appris l'astrologie, longtemps avant les ordinateurs, il y avait des profs neptuniennes qui parlaient comme Joël. Joël ne pouvait pas faire des calculs à la limite, mais elle était une merveilleuse astrologue. Qui a vraiment eu beaucoup d'influence sur beaucoup de monde en France, je dirais. Jean Carteret aussi, qui je crois n'était pas très intéressé par les techniques non plus. Ça veut dire des personnages dans le monde d'astrologie. Mais j'ai envie de faire une petite parenthèse métaphorique. J'ai lu l'autre jour que pour que les choses poussent, pour que les plantes poussent, on a besoin de nitrogène. Et la plupart de nitrogène sur la planète... L'azote est fixé par l'oxygène et donc n'est pas disponible. Et quand il y a des orages électriques, des orages avec le foudre uranienne, que le nitrogène est libéré de ces liens de fixation et littéralement après
qu'il a le foudre, il a la fertilité dans le monde de nature. Et j'ai lu ça et j'ai pensé au mythe de Uranus et Gaïa, le ciel et la terre, l'énergie uranienne. Et en fait, je crois que l'astrologue et l'astrologie est souvent comme le foudre électrique. C'est pas l'individu. Un électrochoc un peu. Un électrochoc fertilisante qui tombe sur le terre, qui est la personne en face, et qui fait pousser des choses, en fait. Et j'aimais beaucoup cette idée, ça m'a beaucoup plu. L'astrologie, les astrologies uraniennes, dans ce sens, est très fertilisateur pour le psyché humain, pour la vie de l'individu, je pense.